Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du jeudi 19 janvier 2023. Et justement, cette date est mémorable car cela fait 4 ans aujourd'hui que le président de la République, André Rajoelina, a prêté serment devant le peuple malagasy et a pris ses fonctions de chef de l'État. C'est depuis que la réalisation des Velrano a commencé. La population a déjà bénéficié de plusieurs infrastructures, si d'autres sont déjà en cours actuellement. Des décisions pour les intérêts de la population ont été prises, des décisions qui changent l'histoire du pays. C'est Sylvain nous en dit plus. Eto anatrian'Andriamanitra sy ny firenena ary mivoaka malagasy minina aho fa natateraka atsakany sy andavana ary ampamarinana ny andraikitra lehibe mafoloan'ny firenena malagasy aho. Mianina aho fa ampiasa ny fahefana rehetra natolotray ary anokana ny heriko rehetra iarovana sy amafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona. Mianina aho fa anajy sy hitandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana hikatsaka hatrany ny soan'ny vahoaka malagasy tsy hakanavaka. Cela fait 4 ans aujourd'hui qu'une nouvelle page a été écrite dans l'histoire de Madagascar. Il s'agit de la cérémonie de prestation de serment du président de la République, André Rajoelina, qui a été élu par 55,66% des voix lors de l'élection présidentielle de 2018. La réalisation des Velrano a débuté depuis ce jour-là. Des travaux qui ont été faits pour faire bénéficier au peuple le changement et le développement dans tous les districts sans exception. Durant ces 4 ans, les empreintes de l'État actuel sont vues dans toute la grande île qui marque la présence de l'État à Madagascar. L'eau sociale de la population a été prioritaire. En commençant par les solutions contre l'insécurité, notamment la mise en place des camps militaires dans les zones rouges, l'octroi des matériels à l'armée, l'amélioration de l'éducation des enfants malagasy, la construction des hôpitaux, les travaux de construction des infrastructures comme l'agriculture, l'appui aux agriculteurs, entre autres. L'appui aux jeunes et au sport à travers la construction d'infrastructures sportives dans toute la grande île, parmi ceux-là le stade Barea. Il y a également les routes qui sont les artères de développement, comme la réhabilitation de la RN5K reliant Ambilbe et Voimar, la RN44 reliant Mouramanque et Ambatonjazak, dont les travaux sont en cours de finalisation, la RN13 mais aussi la RN12A dans le sud de Madagascar font partie des priorités de l'État. Le pouvoir actuel a également initié la construction de la première autoroute de Madagascar reliant Thomas et Antananarivo, sans parler des routes au sein des 22 districts, celles faites en pavé également. Cependant, ce mandat du président André Rajoelina a traversé des difficultés de la crise sanitaire de Covid-19, du passage successif des cyclones, et en se redressant de ces crises, Madagascar fait face à la crise causée par la guerre en Ukraine. Mais l'État actuel priorise le mieux-être de la population à des appuis sociaux. La maîtrise de l'inflation via la mise en place du plafonnement des prix, mais aussi l'augmentation du salaire minimum, il ne s'agit que de quelques exemples des réalisations du mandat d'André Rajoelina. En résumé, André Rajoelina a tenu parole malgré les crises. Les réalisations sont palpables, 5 ans, c'est le mandat donné par la Constitution, les travaux continuent. Et Chenezo a touché les côtes de l'île au nord d'Antala vers 10h45 ce matin selon le service de la météorologie. Elle se déplace vers le sud-ouest à une vitesse de 15 km par heure. Le vent s'est toujours intensifié avec une vitesse moyenne de 90 km par heure avec des tempêtes de 120 km par heure. Les rafales associées à cette tempête sont dangereuses et risquent d'endommager ou de détruire de nombreuses infrastructures vulnérables, notamment pour les régions Sava, Diana et Analandrouf. En revanche, elles s'affaibliront durant son passage sur terre. Par ailleurs, des fortes pluies seront prévues sur les régions en alerte. À cet égard, un risque d'inondation est à craindre surtout pour les zones basses. Le niveau d'alerte reste inchangé. Danger imminent ou alerte rouge pour les régions Diana, Sava et Analandrouf. Ou alerte jaune ou menace pour Sophie, Ansnanan et Alochamangour.
Revenons un peu sur les actualités politiques. La réhabilitation des routes nationales devient une urgence pour l'État du fait de la dégradation actuelle des dites routes. Ainsi, le Conseil des ministres, hier, mercredi 18 janvier 2023, a autorisé le ministère des Travaux publics à ne pas suivre les procédures habituelles dans l'octroi des marchés publics pour la réhabilitation des routes, mais d'y procéder directement. Reportage. Les routes nationales RNS 1, RNS 1 bis, RNP 2, RNS 5A, RNP 7, RNS 13, RN 43, RN 32, RNS 35, RNT 33, RNT 16, RN 12A, RNT 42, RNT 42 S1, RNT 8B, RNT 33B, mais également une partie des routes de la capitale sont les routes à réhabiliter d'urgence et dont les procédures d'attribution de marché sont prises exceptionnellement selon le Conseil des ministres hier. De ce fait, le ministère des Travaux publics vient d'avoir l'autorisation de ne pas suivre les procédures habituelles de passation de marché public pour la réhabilitation de ces routes. Ce dernier peut ainsi directement passer aux travaux de réhabilitation de ces routes nationales. Cette mesure a été prise du fait des facteurs qui favorisent la dégradation des routes, comme les pluies, la montée des eaux, dans plusieurs endroits, l'éboulement qui favorise la dégradation des routes, entre autres. Le Conseil des ministres a également rappelé que depuis l'année 2020, la dégradation des routes nationales s'est accélérée du fait du non-respect des charges autorisées, mais aussi parce que les véhicules sont de plus en plus nombreux à circuler. Il est à rappeler également, selon le Conseil des ministres hier, que d'après les lois en vigueur, le ministère des Travaux publics est le maître d'ouvrage de tous les travaux de réhabilitation de toutes les routes nationales, mais aussi des grandes infrastructures comme les ponts. Il est ainsi responsable de l'aménagement, de l'entretien, de toutes les réhabilitations. À ce titre, tous les projets concernant les routes nationales doivent passer par le ministère. Des projets dans certains secteurs qui touchent les routes nationales ne passent pourtant pas au niveau du ministère, ce qui rend difficile la coordination des travaux. En outre, pour la préservation des routes nationales de Madagascar, mais aussi pour le renforcement de l'organisation au sein des routes nationales, le Conseil des ministres a aussi validé le rappel de l'ordonnance 60-166 du 3 octobre 1960, notamment de la mise en place des réserves d'emprise de 20 à 30 mètres sur les routes nationales et régionales. Toujours dans ce cadre du Conseil des ministres, les chantiers concernant la mise en place du pipeline AFO sont actuellement en cours selon le rapport des Conseils des ministres d'hier. Cette réunion hebdomadaire des membres du gouvernement a validé l'envoi de 3 techniciens malagasy en Turquie, des techniciens du ministère de l'eau et du cabinet de contrôle. Mervoulat Sfiran nous en dit plus. La construction du polyester renforcé de fibres de verre PRV utilisé dans le cadre du projet EFO dans le sud est confié à la société turque Superlight Boru Sanaya. Les travaux y afférents doivent par contre être entrepris en Turquie. En effet, il faut contrôler sur place la qualité des travaux. Le processus y afférent et les essais techniques sont également réalisés avant la livraison du PRV à Madagascar. Ainsi, le Conseil des ministres d'hier a accepté l'envoi de 3 techniciens malagasy à Istanbul, en Turquie, pour suivre de près les travaux. Cette délégation composée de techniciens du ministère de l'eau et du cabinet de contrôle. À titre de rappel, l'entreprise Top International Engineering Madagascar est le premier responsable cible des chantiers pour le projet de construction de pipeline à Essal, commune de Manambar, district de Tolagna, région Anos. Le Conseil des ministres a souligné que l'État malagasy est actuellement en pleine phase de démarrage de ces grands travaux dans le sud de Madagascar. Et les services ou particuliers qui détiennent encore les véhicules immatriculés au nom de la présidence de la République en 15 jours pour ramener ces véhicules. C'est une décision prise lors du Conseil des ministres d'hier selon une liste faite par la présidence de la République et qui a été confirmée au niveau du centre immatriculateur. Cela fait des années que les véhicules de la présidence de la République sont répartis au sein des services publics comme les ministères mais aussi les organismes rattachés. Certains sont même entre les mains des particuliers qui ont été des responsables mais qui ne le sont plus. Il s'agit de biens publics. Ainsi, la présidence de la République ordonne à tous ceux qui détiennent ces véhicules de les rendre dans un délai de 15 jours pour permettre la transparence dans les affaires de l'État. Des mesures y afférentes seront prises à l'encontre de ceux qui vont à l'encontre de cette consigne. Ces véhicules doivent être rendus auprès de la direction de l'infrastructure et de la logistique de la présidence de la République.
Page économique, le programme national FIARI initié par le président de la République Andry Rajoelina est l'un des vecteurs directs de développement économique à Madagascar. Selon le bilan 2022 publié par FIARI dernièrement, 114 sur les 119 districts de Madagascar sont actuellement concernés par ce programme. Toujours au titre de 2022, 26 000 emplois ont pu être créés. Pour rappel, FIARI a pour objectif l'appui, l'équité et la transparence au service des entrepreneurs. Le programme national FIARI dispose de plusieurs projets comme Vukabarbe FIARI, spécialisé dans la filière risicole, Fanour pour la filière lait, Ankunaka pour la filière avicole, FIA pour la pisciculture, Titre vert pour l'appui aux entrepreneurs agricoles, Soatantel pour l'apiculture et bien d'autres encore. Actuellement, FIARI œuvre dans 114 districts dispersés dans 23 régions de Madagascar. Ce programme, initié par le président de la République, a pu soutenir près de 272 entreprises formelles avec 26 005 emplois créés rien qu'en 2022. Le montant total alloué en 2022 s'élève à 42 898 679 252 arrières avec 29 filières soutenues, dont la plupart sont axées dans l'agriculture et l'élevage, permettant à atteindre la vision de l'État concernant l'autosuffisance alimentaire. FIARI a également pour objectif d'intégrer les jeunes, surtout les femmes malagasy, dans le développement du pays sur le plan socio-économique. Cet effort a porté ses fruits car en 2022, 43% des bénéficiaires ont été des femmes et la moyenne d'âge a été de 41 ans. Il convient de noter que le programme national FIARI est ouvert à tous citoyens malagasy entre 21 et 59 ans ayant la possibilité de faire du crédit, c'est-à-dire pas encore créditeurs dans d'autres banques et ayant la capacité d'entreprendre. Le montant des prêts varie de 200 000 arrières à 200 millions d'arrières avec un taux bonifié de 5 à 9%. La durée de remboursement varie de 3 à 36 mois. Mis à part l'appui financier, FIARI met également à la disposition des bénéficiaires des appuis techniques comme la formation et le suivi de l'évolution du projet, l'équipement et l'aide pour l'achat des matériels et les débouchés. Les demandeurs de financement auront des réponses dans les 72 heures après le dépôt de dossier. Tous les services de FIARI sont totalement gratuits et en aucun cas FIARI ne demande une somme d'argent à verser pour ces services et surtout pas via SMS. FIARI est présent dans les chambres de commerce et de l'industrie dans toutes les régions de Madagascar. Dans la page divers de ce soir, 4 bandits armés qui avaient tenté d'attaquer un domicile à Ndjoudj ont succombé au bas de la police de Luzi hier vers minuit. Ces bandits qui sont renommés pour des attaques à main armée dans la capitale sont des membres d'un réseau de malfaiteurs. Selon les explications, l'enquête est ouverte concernant cette affaire. Reportage de Felnar Goutorsoul sur les images de Asnarafan Zanari. Des informations venant des personnes de bonne volonté ont permis de savoir que des bandits tenteraient d'attaquer un domicile à Ndjoudj. Les policiers de l'USI ou unités spéciales d'intervention ont été déjà sur les lieux effectuant leur patrouille habituelle. Lorsqu'ils sont tombés sur ces bandits armés, des échanges de tirs ont eu lieu entre les deux parties. 4 bandits ont été touchés et ont succombé aux balles des policiers. Ces malfaiteurs étaient en possession d'armes, notamment des armes artisanales et des pistolets. L'enquête sur cette affaire est ouverte selon les informations émanant de la police nationale. Cette dernière appelle les citoyens à donner des informations afin de pouvoir intercepter à l'avance les attaques comme celui-ci. Dans la page sportive, le groupe B vient d'achever sa deuxième journée dans le cadre des éliminatoires de groupe hier pour le Tchad 2022 en Algérie. Aucune équipe n'est encore qualifiée pour les quarts de finale dans ce groupe B car cela dépend des résultats de la troisième journée. Pour le groupe C, dont Madagascar fait partie, on attend les résultats du match de ce soir entre le Ghana et le Soudan. Reportage d'Anzar Razonarville. Toutes les équipes dans le groupe B ont encore leur chance pour être dans les 2 premières places afin de se qualifier pour les quarts de finale du Tchad 2022 qui se tient en Algérie. Voici les résultats dans le groupe B pour cette deuxième journée. Match nul pour la RD Congo contre la Côte d'Ivoire. Le Sénégal a été vaincu par l'Ouganda sur un score de 1-0. Du fait de ces résultats, les rencontres durant la troisième journée dans ce groupe B seront décisives car selon le classement, l'Ouganda a 4 points, le Sénégal a 3 points, la RD Congo a 2 points et la Côte d'Ivoire 1 point. Concernant le groupe C où Madagascar figure, l'on attend avec impatience les résultats entre le Ghana et le Soudan ce soir à 22h. La qualification de Madagascar pour les quarts de finale dépend des résultats de ce match. Un match nul ou une victoire du Soudan équivaut à la qualification des Baréas.
Si le Ghana remporte le match contre la Soudan, nous devons faire un match nul ou remporter le match contre le Soudan pour obtenir un billet pour les quarts de finale. Dans les actualités internationales, des centaines de milliers de personnes attendues dans la rue, des grèves et leur cortège de perturbations à l'école et dans les transports. Les syndicats donnent jusqu'à aujourd'hui et le coup d'envoi d'une mobilisation qu'ils espèrent assez puissante pour faire reculer le gouvernement sur sa réforme phare des retraites. France 24. Alors les gens, les usagers, les voyageurs ont écouté ce qui leur a été demandé par la SNCF, c'est-à-dire reporter lorsque c'était possible leur voyage, puisqu'il y a très peu de trains qui circulent et donc très peu d'usagers qui attendent sur les quais. En moyenne, c'est un train sur 3 et sur la ligne qui va vers l'ouest du pays, la ligne Atlantique, il y a seulement un train sur 5. D'après le syndicat Sudrail, il y a seulement 2 conducteurs sur 10 qui travaillent aujourd'hui. Du côté du métro et de la RATP, on a aussi appelé ceux qui le pouvaient à télétravailler. Eh bien, le métro à Montparnasse est tout simplement fermé. Donc très peu d'usagers. Et ceux qu'on a pu croiser nous ont expliqué que finalement ça circulait mieux que d'habitude, puisque peu de travailleurs se sont déplacés en utilisant les transports en commun. Quelqu'un de la RATP nous expliquait un petit peu plus tôt que ce n'est pas forcément aujourd'hui que les choses seront les plus compliquées, dans la mesure où les gens ont pris des mesures pour éviter de se retrouver dans une situation difficile. Ils ont télétravaillé, ils ont posé une journée, mais c'est si le mouvement dure que ça se compliquera. Une journée donc de grève, mais aussi de mobilisation. Du côté des syndicats qui sont unis comme rarement ces derniers temps, on espère rassembler beaucoup de monde dans la rue cet après-midi. On espère atteindre 1,5 million de personnes. Il y a évidemment un dispositif policier important. On espère qu'il y aura l'affluence en termes de manifestation qu'il y a pu y avoir en 2019, lorsque cette loi sur les retraites était déjà évoquée par le gouvernement et que le projet a été mis entre parenthèses à cause du Covid. Des milliers de manifestants venus des Andes sont attendus aujourd'hui après-midi à Lima pour un rassemblement visant à réclamer la démission de la présidente péruvienne Dina Boluarte, alors qu'un nouveau décès dans des affrontements a encore fait monter la tension hier. Venus de tout le pays, ces manifestants veulent faire tomber le pouvoir péruvien. Soutien du président déchu Pedro Castillo, les protestataires appellent au départ de Dina Boluarte, arrivée au pouvoir en décembre dernier. Ils demandent aussi l'élection d'une assemblée constituante. Nous sommes chaque jour plus nombreux. Je pense que notre force, c'est de rassembler toutes les régions du pays pour chasser cette criminelle qui menace la vie de nos frères venant de nos provinces. Issus des communautés indigènes, pauvres et rurales, ces partisans de l'ancien président ont installé des campements de fortune dans toute la ville. Ils ont aussi investi cette université, dont les étudiants ont rejoint le mouvement. Nous sommes issus du peuple, fils d'agriculteurs, fils d'ouvriers, et nous ne pouvons pas ignorer cette lutte, y être indifférents. Dans les cortèges, les revendications sociales sont nombreuses. La présidente a appelé au calme et au dialogue. L'état d'urgence a été déclaré pour 1 mois, mais cela n'a pas empêché les protestataires de se rassembler. Depuis le début de la contestation, plus de 40 personnes sont mortes dans les manifestations contre le gouvernement. Dans une lettre ouverte adressée aux participants du Forum économique de Davos, plus de 200 millionnaires et milliardaires réclament à payer davantage de taxes pour le bien commun. France 24. C'est un pavé qui vient d'être lancé dans la mare de Davos. Dans une lettre commune, 200 millionnaires et milliardaires demandent à être plus taxés. Vous, nos représentants dans le monde, devez nous taxer, nous les ultra-riches, et vous devez commencer maintenant. Taxez les ultra-riches et faites-le maintenant. C'est une économie simple et de bon sens. Parmi les signataires, l'acteur américain Mark Ruffalo, la productrice américaine Abigail Disney, petite-nièce de Walt Disney, Jafar Shalchi, entrepreneur irano-danois, ainsi que 2 Français, Jonathan Alama et une femme nommée Eugénie E. Le gouvernement français en profite, lui, pour vanter son système de taxation. Ils sont les bienvenus, ils ont droit au taux d'imposition parmi les plus élevés de tous les pays développés. Je rappelle que quand vous êtes millionnaire en France, vous allez toucher
un impôt marginal sur le revenu à 45%, c'est la dernière tranche, le taux marginal. Vous allez payer de la CSG à 9% et vous allez payer une surtaxe sur les salaires à 4%. Selon l'ONG Oxfam, en France, 120 000 personnes possèdent un patrimoine de plus de 5 millions de dollars. Selon elle, taxer la fortune des milliardaires français d'à peine 2% permettrait de financer le déficit des retraites. Faux, répond Bercy, qui rappelle que le système de retraite est financé via des cotisations prélevées sur ceux qui travaillent et non en taxant le capital. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très bon suite de programme sur Viva. Au revoir.